Je vote pour la science avec Isabelle Burgon. Bonjour à vous, j'espère que vous vous portez bien. Les jeunes passent de plus en plus de temps connectés en raison de la multiplication des écrans si faciles à transporter dans leur poche. Près de 20% des jeunes de 12 à 24 ans, soit un jeune sur 5, passent 35 heures ou plus par semaine sur le cellulaire, l'ordinateur ou la tablette. Le psychiatre allemand et spécialiste du cerveau, Manfred Spitzer, soutient que notre dépendance aux technologies numériques menace notre santé physique et mentale. Il a d'ailleurs écrit un ouvrage intitulé « Les ravages des écrans, les pathologies à l'ère du numérique ». Est-il trop alarmiste ? Certains médecins dénoncent encore les effets négatifs que le numérique aurait chez les jeunes, dépendance, anxiété, troubles d'attention et de concentration, pour ne citer que cela. Il y a pourtant de nombreux effets positifs dont on parle moins, car Internet est une source d'apprentissage, de communication, et cela rejoint les jeunes dans les régions éloignées et les garde branchés sur un monde qui évolue très vite, sans compter que bon nombre de carrières de demain seront issues des nouvelles technologies de l'information. La relation entre numérique et bien-être psychologique s'avère complexe donc et soulève beaucoup de défis. Il faut trouver des solutions pour que les écrans deviennent des alliés de notre santé. Nous vous en parlons tout de suite. Restez à l'écoute. Pour parler de santé mentale des jeunes à l'heure du numérique, je suis en compagnie d'Emmanuelle Parent, chargée de cours, doctorante en communication, responsable des communications et partenariats chez Bien-être numérique, c'est ça? Oui, exactement. Bonjour. C'est un projet de sensibilisation à destination des jeunes pour qu'ils réfléchissent à la place qu'occupe le numérique dans leur vie. Donc, on va en parler. Je suis aussi en compagnie de Jean-François Biron, qui est agent de planification, programmation et recherche à la Direction régionale de santé publique, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça, à Montréal, oui. Oui, et vous êtes coordinateur de la communauté de pratique en prévention des dépendances au CIUS du centre-sud de l'île de Montréal aussi. Oui, effectivement. Bonjour. Bonjour. Les jeunes passent beaucoup de temps branchés à leur écran, à jouer sur Internet, à regarder des vidéos, à s'informer. Trop, diront les parents, mais aussi certains médecins qui trouvent qu'un usage intensif, c'est-à-dire au-delà de 2 heures par jour chez les 5-17 ans, aurait des conséquences sur leur santé. Un jeune sur 3 dépasse cette limite, un seuil nuisible qui pourrait avoir des effets particulièrement sur leur santé mentale, mais sommes-nous trop alarmistes face au numérique et à la capacité des jeunes à composer avec lui? Nous allons voir ça. Donc, pour commencer, au-delà des chiffres ou des heures, pouvez-vous nous dire peut-être quand s'inquiéter? C'est M. Biron? En fait, il y a différents, paramètres à prendre en compte dans l'inquiétude comme telle. Hein. Pourquoi on s'inquiète? Souvent, on s'inquiète parce qu'on comprend mal, finalement, les usages qui sont développés d'une génération à l'autre, d'un type de personnalité à l'autre. Donc, évidemment, la première chose, c'est de comprendre qu'est-ce que les gens font. C'est vraiment l'utilisation intensive qui est inquiétante. C'est-à-dire qu'on peut faire beaucoup de choses avec les écrans. Il y a beaucoup de bienfaits qui peuvent, beaucoup de l'accès à l'information. Il y a plusieurs choses intéressantes. Même, on peut régler des problèmes avec les écrans. Donc, il ne faut pas voir ça comme négatif. Ce serait une erreur de les démoniser comme tel. Mais en termes de seuil, c'est sûr que nous, dans la dernière étude qu'on a vue, c'est qu'on a vu qu'à partir d'un seuil de 4 heures et plus de temps de loisir, là, ce qui est quand même beaucoup, là, il y avait vraiment des écarts importants au niveau de la santé générale. Et donc, on peut penser que là, il y a un fardeau sur l'état de santé qui est assez important. Ceci dit, il ne faut pas faire l'erreur de penser que c'est une norme qui s'applique à chacun des individus. Ça s'applique à une population, ce qui est très différent. C'est-à-dire que ça va dépendre de ce que vous faites. Si vous faites de la lecture puis vous regardez des émissions, c'est pas la même chose que si vous faites du gambling puis vous jouez à des jeux vidéo. Et le nœud de la question qu'il va falloir peut-être un petit peu approfondir aujourd'hui, c'est un peu ça. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, Madame Parent, justement, les jeunes, ils font quoi avec les écrans? Et pendant combien de temps?
Bien, je rebondirai sur la première question qui est quand est-ce qu'il faut s'inquiéter finalement de notre usage des écrans. Puis, ce qu'on fait avec Bien-être numérique, c'est qu'on va dans les écoles secondaires au niveau 3, 4, 5e, puis on leur fait un cours d'autodéfense numérique. Puis, qu'est-ce qu'on propose, nous, de quand s'inquiéter? C'est de l'auto-perception, finalement. C'est de retourner la caméra vers nous, pas sous le mode selfie, là, mais en mode introspection, puis se questionner quand est-ce que je suis bien, quand est-ce que je suis pas bien. Je vais donner un exemple personnel, ça on le fait beaucoup. Disons que je suis sur Instagram, je vois une photo, là c'est l'hiver, là, ce matin il y avait de la glace sur les trottoirs, je vois une photo d'une fille en bikini sur la plage. Là, je regarde intérieurement puis je vois, je me compare, j'aimerais ça être au chaud, j'aimerais ça avoir un corps aussi parfait. Là, c'est de se dire pourquoi est-ce que je consomme du contenu comme ça. Ça peut être aussi, c'est pas nécessairement quelque chose de pathologique, mais ça peut être inquiétant dans le sens où je m'impose ça le matin en déjeunant, regarder une image qui me fait pas du bien. Mais comment créer une opportunité avec ça? Donc, par exemple, je fais de l'illustration, donc je vais aller suivre plus de pages qui montrent le travail d'illustratrice, par exemple, ou d'illustrateur. Puis, pour diminuer finalement l'inquiétude qui peut être générée par un écran, puis le transformer par quelque chose qui peut être positif. Donc, nous, c'est ce qu'on propose avec les jeunes, de prendre conscience finalement de qu'est-ce qui les fait sentir bien ou pas bien lorsqu'ils jouent à des jeux vidéo ou qu'ils regardent un film, peu importe, puis ensuite de l'adapter selon. Parce que ça, c'est... Je veux dire, on est tous différents. Parce que les jeunes sont multitâches. On ne parle pas simplement d'aller sur Instagram ou sur Facebook. Ils font beaucoup de choses et beaucoup en même temps. Donc, est-ce que trop d'écran, ça peut entraîner quand même des effets néfastes, M. Biron? Et quoi? Tout à fait. En fait, encore une fois, il faut revenir à ça dépend de qu'est-ce qu'on fait puis comment on le fait. Et puis, une façon de le voir, parce qu'évidemment, on commence à regarder ultimement à la cyberdépendance ou disons la dépendance comme telle. Mais ça, c'est vraiment, disons, c'est un des effets négatifs qui peut arriver, mais c'est souvent lié à des usages particuliers. Puis dans le cas de la dépendance, en fait, l'Organisation mondiale de la santé reconnaît seulement actuellement la dépendance aux jeux vidéo, le trouble de jeux vidéo. Et puis, on voit aussi, parce que ça a des caractéristiques qui sont assez proches du gambling comme tel, c'est-à-dire que les crédits, que le renforcement positif qui est dans ces jeux-là va faire que les gens vont y retourner continuellement, vont se comparer, vont perdre beaucoup de temps, et puis c'est des jeux qui sont infiniment. En tout cas, je n'irai pas trop là-dedans. Ça, c'est vraiment quand ça devient ça peut devenir un problème de dépendance. Mais sinon, plus largement, il faut plutôt regarder ça comme peut-être une habitude de vie. Hein? C'est-à-dire que c'est difficile de fonctionner dans la société actuelle sans écran. En fait, c'est pas comme manger, là. Je dirais, ça serait un peu loin parce qu'on doit manger pour vivre comme tel et ça vient assez rapidement. Si on mange pas pendant 2 jours, ça commence à aller vraiment mal. Et donc, les écrans, c'est peut-être pas tout à fait ça, mais on n'est pas comme dans, disons, quelque chose comme la cigarette, par exemple. On peut très bien vivre sans consommer de cigarette. Les écrans, pour fonctionner dans notre société maintenant, les écrans sont incontournables. Donc, on peut penser d'avoir une diète numérique équilibrée. Donc, qu'est-ce qu'on mange? Hein? C'est un peu la même chose. On peut développer une pathologie en mangeant, c'est-à-dire avoir un trouble à la limite lié à l'alimentation parce qu'on a développé une pathologie là-dessus, ou on peut tout simplement mal manger. Mais pour le numérique, je ferais la même comparaison. On peut avoir des mauvaises habitudes de consommation numérique. Et là, évidemment, les effets, c'est un peu que ça va jusqu'à une dépendance grave que j'ai mentionnée, mais sinon, ça va être évidemment le manque de sommeil. Et une des choses, et quand vous n'avez pas bien dormi, votre concentration est moins bonne, vous êtes moins productif. Donc, le sommeil est un des impacts. Aussi, moins bonne santé mentale. Et aussi, si vous bougez moins, ça peut se répercuter sur votre condition physique également. Donc, ça fait partie. Mais quand on regarde chez les jeunes, on voit aussi que les jeunes ont moins développé les compétences sociales ou ont moins de ressources finalement pour régler des problèmes. On parle de résolution de problèmes, de sentiment d'efficacité et tout ça. C'est ce genre de choses-là qui peuvent, en fait, ce que les données scientifiques nous montrent, c'est qu'il y a des impacts là-dessus. Et là, évidemment, on regarde tout le temps, est-ce que c'est la cause des écrans ou est-ce que c'est parce qu'on a déjà des problèmes qu'on va sur les écrans? Il y a des études en ce moment qui ont commencé à avoir un lien de directionnalité, c'est-à-dire que les écrans seraient plus, je ne dirais peut-être pas la cause, mais nous amèneraient vers plus de problèmes au niveau du développement des compétences plutôt que l'inverse. Ceci dit, c'est pas encore tout à fait clair.
Oui, il y a une multiplicité d'écrans aussi, ça multiplie le temps passé devant, mais aussi ça accumule les risques. C'est la thèse du psychiatre et spécialiste du cerveau Manfred Schweitzer. Il a écrit Les ravages des écrans, les pathologies à l'ère du numérique, qui, dans son livre, il trouve que ça forme des attaques sur la motricité globale, la motricité fine, le développement de la faculté de l'empathie, le langage, les fonctions exécutives. Il trouve vraiment beaucoup de mauvais côtés aux écrans. Mais en fait, moi, je suis absolument pas en neurosciences, là, mais si je peux vulgariser ce que j'ai compris du multitâche puis du multi-écran, ce qu'on discute avec les jeunes, souvent, un mythe qui va exister, ils nous disent « on est capable de faire plusieurs choses en même temps. Je suis capable d'écrire à mes amis en même temps, de faire mon travail, puis ça va pas changer la qualité de mon travail. » C'est correct. Oui, ma fille me dit ça. Ben oui, il se base sur leur expérience personnelle, c'est correct. Nous, ce qu'on amène après, c'est de dire, scientifiquement, votre cerveau, il va pas faire 2 actions exactement en même temps. En fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va alterner super rapidement entre 2 tâches, par exemple. Tu vas être concentré sur la télé qui joue, puis ensuite sur ton devoir, sur la télé, sur ton devoir. Tu fais pas vraiment les 2 au même moment. Là, par exemple, ils vont nous challenger parce qu'on critique, sont bons les jeunes dans la classe. Ils vont dire, ouais, mais moi, je suis meilleure. Lorsque je fais mes travaux, je suis plus concentrée quand j'écoute de la musique en même temps. Mais là, tout est une question de contexte. Parce que c'est sûr que si on regarde scientifiquement, le fait d'écouter de la musique en faisant son devoir, ça fait qu'on alterne notre attention sur la musique, sur le devoir, puis ça pourrait faire qu'on est moins concentré sur les travaux à faire. Mais si on est dans une maison où on travaille sur la table de la cuisine, que nos parents discutent, que notre sœur écoute une émission sur YouTube dans le salon, puis qu'on a plusieurs stimuli, c'est vrai que la musique, peut-être qu'elle peut t'aider à te concentrer, tu sais. Donc, le multi-écran, c'est de prendre conscience que plus il y en a, moins on est concentré sur une seule chose à la fois, puis ça peut avoir un impact sur notre performance. Mais en même temps, il y a aussi moyen de rendre ça, de rendre l'utile à l'agréable. Si vous faites un travail de maths puis que vous posez des questions en même temps sur un groupe de personnes dans votre classe, ça peut vous aider. Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. C'est difficile de dégager un lien causal direct entre la hausse des problèmes de santé mentale et les usages en hausse des écrans et des réseaux sociaux, vous l'avez dit, Monsieur Biron. Et c'est aussi un rapport, justement, le rapport les téléphones intelligents et les médias sociaux, les impacts sur la santé des jeunes de la Commission de l'éthique en sciences et en technologie qui va dans ce sens-là. Donc, est-ce qu'il y a des études qui mettent en lumière une corrélation positive entre les troubles de santé et puis l'usage? Oui, la corrélation, tout à fait. Corrélation, association, c'est la même chose, là. Donc les associations, oui, il y en a. En fait, nous, dans les travaux qu'on a menés, c'est ce qu'on s'est rendu compte, c'est que quand on prenait plusieurs indicateurs de santé et de santé mentale et tout ça, qui sont différents, donc c'est bien d'avoir différents, différents thermomètres pour prendre la température à ce niveau-là. Et quand on les regarde, c'est effectivement, quand on regarde, mais c'est vraiment l'utilisation intensive. C'est-à-dire que les gens qui en font 2 heures ou moins par jour, on parle de temps d'écran de loisir parce que, c'est difficile après ça de mesurer les gens qui travaillent puis de les comparer sur des écrans puis de les comparer à ceux qui c'est pas la nature de leur travail sur les écrans. Donc, c'est pour ça qu'on prend souvent cet indicateur-là. Mais quand on voit que ça dépasse un certain seuil, c'est là qu'on voit qu'il y a un fardeau. Le fardeau ne montre pas nécessairement que le lien de causalité. Mais clairement, de l'expérience, de ce qu'on peut observer dans d'autres problématiques, quand on a une multiplicité d'indicateurs et qu'on contrôle aussi, il faut regarder qu'on a aussi regardé à travers les groupes d'âge, aussi le genre, le niveau de scolarité, tout ça, on a contrôlé pour d'autres variables qui auraient pu être interférer. Et puis finalement, le lien d'association se maintient toujours. Et il se maintient dans différentes études et il se maintient à travers différents groupes d'âge. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que ça ne nous démontre pas nécessairement qu'il y a un lien de cause à effet. Il ne faudrait pas aller là. Mais comme ça se reproduit sur plusieurs indicateurs, ça veut dire qu'il y a probablement ça pourrait aller dans les 2 sens. Vous comprenez? C'est que des fois, certains chercheurs parlent d'une spirale. C'est-à-dire que vous avez peut-être une vulnérabilité. Vous allez sur les réseaux sociaux et puis là, finalement, vous vivez certains malaises et puis vous retournez pour essayer de vous comparer davantage et puis finalement, votre vulnérabilité est renforcée parce que les réseaux sociaux vont vous envoyer des notifications pour vous dire « Hey, tu manques telle chose ». Et finalement, c'est un petit peu comme ça. C'est un peu une spirale qui se renforce. C'est un petit peu ce qu'on peut voir dans certains usages. Là. Oui. Oui.
Ben oui, Madame puis pour rebondir là-dessus, on a juste à penser à quand on est fatigué, quand on a eu une grosse semaine, ou quand, tu sais, des personnes qui ont une trouble de l'humeur, que tu es plus fatigué. On pense aux symptômes dépressifs, où bon, t'as juste sortir de chez toi te demande plus d'énergie. Donc là, vous êtes chez vous, disons, un jeudi soir, il est 19h, puis vous recevez un message d'un ami qui veut, aller prendre un verre. Vous êtes déjà fatigué, ça vous demande de vous rhabiller, de sortir dehors. Qu'est-ce qui est le plus facile entre aller voir notre ami, aller la rejoindre, ou continuer sa série sur Netflix? C'est sûr que tu as plus le goût de rester dans ton lit à écouter une émission, c'est moins d'efforts, surtout quand tu ne files pas d'avance. Le problème ensuite, c'est si à chaque fois que tu as des invitations, tu les déclines pour choisir ton écran, ben là, il commence à avoir un déséquilibre. Oui. Est-ce qu'il y a une vulnérabilité liée à l'âge aussi? Plus les enfants sont petits, peut-être qu'ils ont peut-être plus tendance justement à aller vers ce réconfort numérique-là. Bien, relié à l'âge, relié à son contexte, c'est sûr que lorsque tu es adolescent, tu es en pleine phase d'autonomie relationnelle. On va dire, on se sépare un peu de ses parents, on va plus vers ses amis, le groupe, c'est super important. Donc, je ne sais pas si on peut parler de vulnérabilité, mais on est certainement en train vraiment de se poser des questions sur l'image qu'on projette aux autres, une construction identitaire. Puis quoi de mieux que pour construire son identité qu'avoir un profil où c'est tes photos, ta description, tes amis que tu mets en scène sur ton profil. Donc, c'est sûr que ça correspond vraiment de manière exponentielle, le fait de vouloir développer son identité puis en même temps d'avoir une plateforme pour le faire. Et en plus, alors que tu veux solidifier tes relations interpersonnelles, ben un réseau social, c'est là pour ça. Donc, ça peut prendre une place plus importante, mais en même temps, quelqu'un, un adulte plus vieux qui attache vraiment beaucoup d'importance à la validation sociale, ben peut accorder plus d'importance aux réseaux sociaux qu'un jeune de 15 ans qui n'en serait pas là. Ben, en fait, si on regarde les enjeux de santé, si on prend un modèle, nous, on est en train de développer un modèle de l'hyperconnectivité globale, l'hyperconnectivité n'étant pas vue comme négative, mais étant vraiment comme le contexte, le phénomène social dans lequel on évolue maintenant, où les écrans sont incontournables. Ce qu'on voit, c'est que les enjeux de santé vont changer selon le niveau de développement. Et c'est plutôt ça qu'il faut voir, c'est que de 0 à 5 ans, tu développes tes fonctions cognitives, tes relations avec les autres, ta fine motricité. Donc, c'est sûr que c'est pas les mêmes enjeux qu'un adolescent qui, lui, est plutôt dans la création de son identité, ou qu'un adulte qui, lui, travaille et puis, finalement, va être plus vulnérable peut-être à certains d'autres phénomènes. Et les personnes âgées qui, maintenant, sont moins actives, peut-être, eux, ça sera pas les mêmes enjeux, clairement, que d'un 0-5 ans. Donc, eux, ça va être l'enjeu de continuer à être actif autant cognitivement que physiquement. Donc, ce qu'on peut voir, en fait, pour répondre à cette question-là, c'est que les enjeux vont changer en fonction du développement de l'individu et du contexte dans lequel il évolue. À quel moment on peut parler de cyberdépendance? Je sais que vos travaux ont porté beaucoup sur les jeux vidéo, mais les réseaux sociaux, est-ce qu'on peut être dépendant des réseaux sociaux? On consomme trop? En ce moment, il y a vraiment la mauvaise habitude qui est proche de la dépendance, comme manger du sucre, hein, mais c'est pas des dépendances cliniques. Une dépendance clinique, là, c'est vraiment un trouble de santé mentale où la personne va vraiment faire des gros sacrifices dans sa vie, va mettre vraiment de côté beaucoup de choses et ne sera pas capable d'arrêter. Donc, entre être dépendant au chocolat, être dépendant à son petit café, versus avoir une dépendance clinique, c'est très différent. Et la dépendance clinique qui est reconnue actuellement, c'est celle par l'Organisation mondiale de la santé, c'est vraiment la dépendance aux jeux vidéo. Et ça, c'est assez bien démontré. Et d'ailleurs, les gens qui vont dans les centres pour le traitement, c'est majoritairement ça. Ceci dit, les médias, les technologies, l'hyperconnectivité, c'est des vases communicants. Donc, évidemment, la personne qui passe beaucoup de temps sur des jeux vidéo va peut-être suivre un influenceur de jeux vidéo sur Twitch ou sur YouTube également. Donc, c'est un peu... c'est difficile vraiment d'arrêter la chose, mais quand on parle de dépendance clinique, on est en ce moment aux jeux vidéo. Pour les médias sociaux, il y a des gens qui ont vraiment de la difficulté à arrêter et tout ça, mais quand ils vont en thérapie, c'est pas la même façon d'aborder la problématique que c'était pour des jeux vidéo, par exemple. Donc, en ce moment, moi, je m'avancerai pas à vous dire oui, il y a une dépendance, mais clairement, il y a des gens qui en consomment beaucoup et que c'est devenu une habitude très, très difficile à se détacher. Ouais. Madame Parent, vous allez dans les classes. Est-ce que les jeunes ont conscience de ce risque-là de pouvoir être dépendants de ce qu'ils font finalement et qui leur apporte du plaisir? Ah, certainement. Ils sont très critiques. Lorsqu'on ouvre, nous, on arrive cours d'autodéfense numérique, on ouvre un espace pour discuter de ces questions-là, puis sont capables d'en parler. Ça, c'est certain. On leur montre un mythe où on dit, aujourd'hui, on vit à l'ère de la cyberdépendance. Qu'est-ce que vous en pensez?
Puis là, il y a une sorte de débat qui se crée. Souvent, le premier réflexe, c'est de dire « Ah oui, on est tous dépendants parce que quand on quitte chez nous le matin puis qu'on n'a pas notre téléphone, c'est très stressant. » Donc là, il y a cette relation-là avec la dépendance. Mais là, quand on leur pose des questions puis qu'on dit « Ben, s'il y a une panne d'électricité en ce moment, on est stressé. Si mon auto a brise, je suis stressé. Est-ce que ça veut dire que j'ai un problème de dépendance à mon auto, de dépendance à l'électricité? » Là, ils font « Ah non, mais c'est juste que c'est partout parce qu'on a nos notes. On a nos notes sur les écrans, on a nos amis sur les écrans, notre famille, nos grands-parents. » etc. Puis c'est là que le concept d'hyperconnectivité dont Jean-François parlait qui est intéressant. Donc là, ce qu'on va dire, par exemple, c'est si vous sentez que votre utilisation des écrans prend trop de place, qu'est-ce qui va être une recommandation? Personnes qui vont parler avec les problèmes d'addiction, c'est la diversité des activités. Tantôt, on parlait, par exemple, on parle des jeunes, là, mais tantôt, on parlait des personnes âgées qui vont avoir moins de lecture, passer plus de temps sur les écrans. C'est de se concentrer, moi, comment je me définis comme personne. Moi, je suis une personne qui aime beaucoup la lecture, qui aime la musique, qui aime ses amis, par exemple. Mais je réalise que quand je pense à mon retour de l'école, je passe, mettons, 3 heures sur les réseaux sociaux, puis je lis même pas, en fait. Des fois, je lis le week-end. Mais c'est de dire, je vais remplacer tranquillement du temps que je passe devant les écrans par des activités diversifiées. Donc, avant de me coucher, plutôt, je peux passer un peu de temps sur mon téléphone, mais après, je le ferme, puis je vais ouvrir le livre, puis le lire. Donc, c'est ce genre de réorientation-là qui peut être entreprise, qu'on peut entreprendre, en tout cas, avant d'arriver à une dépendance. Mais c'est sûr que les jeunes, ils sont très critiques de leur consommation, finalement. Oui, en fait, c'est la notion d'équilibre, hein, c'est ça. Puis, une des façons d'exprimer, parce que si on parle de dépendance, c'est un peu mince. Hein. On parlait tantôt plutôt de regarder ça comme, j'avais fait la comparaison avec l'alimentation, là, d'avoir une diète numérique équilibrée, mais on peut se questionner, parce qu'en fait, qu'est-ce que ça prend, les écrans? Hein? Ça prend de notre temps. Ça prend peut-être de notre argent, hein, parce qu'on met beaucoup d'argent sur notre jeu vidéo, sur notre bande passante. Sur le téléphone. Un beau latte. Exactement, ou de choses qu'on fait. Et ça prend aussi des ressources cognitives. On parlait tantôt de multitasking et tout ça, mais évidemment, si on prend beaucoup d'énergie à psychologique à un des usages, on est moins disponible pour en faire un autre. Si vous avez des travaux scolaires à faire et que vous avez passé beaucoup de temps à jouer à des jeux vidéo, votre capacité à résoudre les problèmes scolaires et tout ça va être moins grande. On parle de ressources qui sont limitées. Fait que la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que je fais? Quels sont mes usages? Et qui ne sont pas les mêmes que, comme moi, j'ai pas les mêmes usages qu'Émilie. Qu'Émilie non plus. Qu'Émilie, puis que Joanne, puis que Robert. et voilà. Fait que dans le fond, c'est ça. Et donc, je me questionne sur mes usages, qu'est-ce que je fais? Et puis après ça, je me questionne sur les ressources que ça me prend. Puis là, une fois que je fais un petit peu le calcul, là, je peux le faire. Est-ce que ces ressources-là que je consacre, ils sont distribués également sur l'ensemble des choses que j'ai besoin pour être en santé, pour assurer mon bien-être. C'est un petit peu là où on peut se questionner sans se demander si on est dépendant. C'est est-ce que les ressources que je consacre sont trop importantes et qu'il y a un déséquilibre. Ce serait une façon de l'amener sans pathologiser la chose. Oui, changer notre point de vue. Donc, passons en mode solution. Comment favorise-t-on les pratiques numériques saines? Qu'est-ce qu'on peut faire justement pour améliorer tout ça? Peut-être Madame Parent. Moi, je reviens tout le temps à ce que je disais au début, finalement, c'est d'apprendre à se connaître soi-même puis d'adapter son usage en conséquence. Donc, la première étape, c'est il y a maintenant les possibilités sur notre téléphone de voir son temps d'écran. De voir le temps sur les iPhones, les Android et tout. Quand on regarde ce temps d'écran-là, est-ce qu'on est à l'aise avec lui? Est-ce qu'on voudrait le diminuer? Est-ce qu'on veut l'augmenter? Est-ce qu'on veut le changer sa nature? Parce qu'on peut voir, par exemple, disons, moi, avant, je voyais que je passais beaucoup de temps sur Instagram. Ça me dérangeait. Donc, j'ai décidé de mettre une limite. Donc, ça peut être d'aller chercher des outils comme certaines applications. Parce que j'ai essayé de diminuer de moi-même, mais les applications sont tellement bonnes que je me dis, je vais juste passer 1 heure par jour, puis finalement, je m'en rends pas compte. Puis, je vais avoir, passer plus de temps que ça. Donc, tu peux aller chercher des outils qui sont des applications. Moi, je vais mettre une limite de temps, par exemple, sur certaines applications parce que c'est ce dont j'ai envie. Si on sait qu'on a, qu'on veut s'entraîner beaucoup, de suivre des comptes, par exemple, des comptes sur les réseaux sociaux qui pourraient nous inspirer. Ça peut être de télécharger une application qui va compter nos pas, puis qu'on va s'entraîner avec elle, une application de méditation. Ça peut aller dans beaucoup de sens. Monsieur Biron, vous êtes intéressé, vous, aux enfants de 6e année. Vous avez regardé l'association en temps d'écran et les indicateurs de santé et de qualité de vie.
Qu'est-ce que vous pourriez leur dire à ces jeunes-là? Parce que là, on parle d'adultes ou d'adolescents qui sont capables d'aller jouer dans les applications, mais les jeunes à 12 ans, là, qu'est-ce qu'ils pourraient faire, justement? Quels sont les trucs qu'ils pourraient faire qui passeraient peut-être un peu moins de temps ou qui géreraient ça un petit peu mieux, en fait? Oui, en fait, c'est ça. Quand on fait une analyse de santé publique, généralement, on regarde pas seulement l'individu, on regarde l'environnement dans lequel il évolue. Et c'est sûr qu'on peut regarder, évidemment, les jeunes de 6e année, mais globalement, souvent, quand on parle de prévention, on parle à l'individu. Hein. On dit, tu peux, disons, diminuer les applications, les notifications que tu reçois, donc assainir ton environnement numérique. C'est clair, mais il y a aussi d'autres choses. C'est qu'il y a quand même des gens qui créent les plateformes numériques, qui créent les Facebook et YouTube et Netflix et tout ça. Ces gens-là, eux, mais même le PDG de Netflix qui disait, dans le fond, le concurrent principal, c'est le sommeil. Hein? Donc, vous comprenez qu'eux, dans le fond, ils sont pas dans la santé, disons. Fait que, dans le fond, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une réflexion sociale à faire. On peut bien donner des conseils aux individus, les aider à dire, OK, réfléchissez et tout ça, mais la prévention, ça regarde aussi qu'est-ce qui est commercialisé. Et puis là, à ce moment-là, il y aura probablement une réflexion à faire sur si on s'aperçoit qu'il y a des applications ou des produits numériques qui disons, déjouent les mécanismes de défense, là, qui finalement favorisent les gens qui ont certaines vulnérabilités, il faudrait peut-être regarder à les rendre moins addictifs. Hein? Donc ça, c'est une des choses. Donc, agir sur le produit comme tel, c'est une des choses qui touche pas l'individu. Évidemment, les environnements. Évidemment, ce qu'on voit, c'est que quand il y a des règles claires, autant dans les familles, par exemple, que dans les milieux scolaires, sur l'utilisation, ça envoie un message, ça, également. Et donc, on peut, disons, réduire notre 20% d'utilisateurs excessifs d'écran en travaillant également sur l'environnement, sur les règles, sur les produits. Puis, évidemment, on peut aussi, justement, travailler sur leurs compétences, leur capacité à bien résister. Oui, donc, le développement aussi du jugement critique, par exemple. Oui. OK, excusez. Puis moi, j'irais même au-delà. C'est vrai qu'on parle beaucoup de la responsabilité qui est sur l'individu. On doit nous-mêmes se discipliner, alors que c'est quand même, je veux dire, des entreprises, Google, Facebook, je veux dire, qui sont des grands cerveaux là, qui travaillent pour avoir notre attention. Mais il y a aussi un travail au niveau de ceux qui créent le contenu. Comme par exemple la page ici, la radio, des personnes qui créent le contenu, de faire des contenus qui vont être plus sains au niveau de la diversité, des images qu'on envoie, au niveau de la modération dans les commentaires, de supprimer, par exemple, les messages haineux. Je veux dire, la responsabilité, elle est partagée par beaucoup d'instances diverses. Oui, c'est sûr. Je vous remercie beaucoup. Vous venez de l'entendre, on était en compagnie d'Emmanuelle Parent, chargée de cours, doctorante et responsable des communications et partenariats chez Bien-être numérique. On va mettre le lien sur la page, vous allez pouvoir voir ce que c'est. Et de Jean-François Biron, donc agent de planification et programmation et recherche à la Direction régionale de santé publique. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science est une production de l'agence Science Presse avec Radio VM, à la régie Daniel Fortin, à la recherche cette semaine Jessica Beauplat, à la réalisation et au micro Isabelle Burguin. Vous voulez réécouter cette émission? Nous avons des rediffusions tout au long de la semaine. Vous pouvez l'écouter aussi en podcast sur le site de l'agence Science Presse. Et toujours, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la partager. À la semaine prochaine. Jin Jiahua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique